Salut à toutes et à tous, c'était en finale de classique aujourd'hui lors de la 12e étape du Tour de France, mais tout au bout c'est encore un sprinter qui a tiré les marrons du feu. Tim Merlier réalise le coup du chapeau à Chalon-sur-Saône, la 3e victoire après ses succès à Bordeaux et Bergerac. Une lourde chute collective a émaillé l'emballage final. Et pour débriefer cette 12e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Thomas Perrotto. Salut Arnaud, salut tout le monde. Bonsoir Luc Arinx. Salut tout le monde. Et salut à Éloi Touot. Salut tout le monde. Allez, c'est parti pour le 13e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 12e étape du Tour ? Tiens, je vais commencer par toi, Éloi. La chute de Fernando Gaviria, c'est, je pense, la plus grosse chute depuis le départ de ce Tour, surtout dans le final. Les sprints avaient été plutôt réglo depuis le départ, sauf à Bordeaux, je crois, quand il y avait une... Non, c'était pas à Bordeaux, à Pau. Voilà, quand il y avait une chute à 5 km de l'arrivée. Mais celle-là était plus impressionnante et Gaviria est touché à la clavicule gauche. Donc... Je tiens à dire que tu es allé voir les Cara-Rural ce matin pour la première fois depuis le début du Tour. Et voilà ce qui arrive ce soir. C'est le manque de chance. Et non, et petite anecdote, en revenant vers la salle de presse, je me suis arrêté à la voiture d'un mécanicien et une supportrice a ramené la boucle d'oreille de Fernando Gaviria, donc d'où l'impact de la chute. Tiens, si je puis me permettre d'ajouter à ta petite anecdote, on était ensemble dans la voiture ce matin et tu m'as dit c'est génial, je vais faire un reportage sur Cara-Rural. En plus, ils ont vraiment une image, un coureur signature avec Fernando Gaviria. Bon voilà. Et bim. Oui, bim. C'est un peu triste pour le sprinter évidemment de l'équipe Cara-Rural. Thomas, quelle image tu retiendras aujourd'hui ? La beauté du vignoble sancerrois ce matin lors de mon footing avec Luc Arinx, et sinon Valentin Paré-Pinte qui saute dans la route de Mats Pedersen pour mener la poursuite dans les 30 derniers kilomètres. Est-ce que Luc Arinx retiendra la beauté du vignoble également ? Ouais, je retiens ce footing en zone 2, intensité I3. Non, je retiens l'image d'hélicoptère à environ 400 mètres de la ligne qui témoigne vraiment de la lucidité de Merlier par rapport à tous les autres dans le final. Il fait un petit geste pour s'excuser envers Mats Pedersen qui est juste derrière lui. Alors je sais pas, il a cru l'avoir gêné peut-être. Et il le refait une deuxième fois 50 mètres plus loin. Et je trouve ça fou d'avoir ce genre de geste-là, d'enlever la main du guidon à ce moment-là de la course. Tiens, moi aussi j'ai une petite image du jour, je vous la donnerai tout à l'heure, dans quelques minutes, puisque ça nous permettra de lancer un débat notamment sur les chutes. Pour la 3e fois cette année, il s'impose sur le Tour de France. Le Belge Tim Merlier a donc remporté la 12e étape à Chalon-sur-Saône, sa 6e victoire sur les routes du Tour. Un sprint qui a été marqué par cette lourde chute, notamment de Godon et de Gaviria. On va y revenir, mais d'abord arrêtons-nous sur l'homme le plus rapide de ce Tour de France. C'est du 3/5 pour Tim Merlier. Il faut toujours un homme fort. C'est lui cette année, Thomas. Oui, l'an dernier, il y avait eu plus de cartes redistribuées dans le sprint. On revient un petit peu à ce qui a été fait en 2024 et 2023 avec Jasper Philipsen qui avait gagné 3 étapes à chaque fois, lui aussi un Belge. Et là, Merlier, que ce soit à Bordeaux, que ce soit le lendemain ou aujourd'hui à Chalon-sur-Saône, en plus, Luc rentrera dans ces détails-là avec tous ces décryptages, mais il fait à chaque fois 3 sprints différents. On a l'impression qu'il peut s'adapter à toutes les situations. Aujourd'hui, on était un peu une autre qui ressemblait peut-être à celle de Bordeaux. Mais quand tu gagnes 3 fois sur le Tour de France et que tu arrives à te sortir de situations différentes, c'est que vraiment tu es l'homme en forme et que tu es le plus fort du monde. Alors Luc, toi qui décryptes justement les sprints pour le journal L'Équipe, qu'est-ce qu'il a de plus fort que les autres cette année, Tim Merlier ? Cette année, il a la vitesse déjà. On le voit dans les 200 derniers mètres. Encore aujourd'hui, je pense qu'il a un petit temps de retard sur Philipsen et je crois que c'est Girmay parce qu'il est obligé, Merlier, de se rasseoir parce qu'il est gêné par Fretin et Van Der Poel. Et il arrive quand même à les rattraper. Donc déjà, cette pointe de vitesse, je pense qu'il est juste le plus rapide du monde en ce moment. Et puis, il y a toujours cette façon de naviguer dans les vagues du peloton dans les 5-6 derniers kilomètres pour s'économiser, toujours rester bien placé. Et aujourd'hui, je pense que c'était le sprint le plus abouti des 3 qu'il a gagné. Le premier à Bordeaux, on l'a vu, il avait réussi à se débrouiller un petit peu tout seul. Stuyven faisait un autre boulot. Enfin, ils avaient réussi à se retrouver, mais c'était un peu plus brouillon. À Bergerac, il revient de nulle part, quoi, vraiment, puisqu'il est si mal placé dans le dernier virage. Et là, il remonte vraiment juste avec sa puissance, sa résistance. Et aujourd'hui, par contre, avec Stuyven, ils se sont pas lâchés. Ils ont réussi à se cacher très longtemps. Ils sont remontés une seule fois pour éviter le point chaud, un rond-point. Et puis à la fin, ils remontent dans le train des Alpecin. Et puis là, Merlier, je sais plus, ça doit être à 400 mètres. Il est dans les 10 premiers. Et je dis tout de suite, bon, il va gagner.
Éloi? Non, et on en parlera sûrement après, mais il a été très fort dans une fin d'étape qui a été très 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 intense grâce au coureur de Lidl Trek, pardon. Et donc ça montre qu'il avait encore un peu de force jusqu'au bout pour aller lever les bras une troisième fois. Et effectivement, je pense que une fin d'étape de sprint n'avait jamais été aussi difficile depuis le début du Tour de France. Sur ça. Oui, c'était pas gagné aujourd'hui pour les sprinteurs, on y reviendra, Thomas. Est-ce que le meilleur train de Tim Merlier, c'est pas le train d'Alpecin? Totalement. À chaque fois, mais c'est assez bluffant, même à 1,5 km. Hop, Steven le remonte, il se glisse dans le train, et puis alors là, il en profite plus que Philipsen. Et aujourd'hui, il a dû batailler un petit peu pour s'y mettre parce qu'il y a Clément Russo qui était bien placé. Il a frotté un peu, petit coup d'épaule, Merlier, et puis il a réussi à s'y mettre. Et t'as raison, c'est la meilleure solution pour lui. Merlier qui est un tueur sur le vélo cette année, un homme beaucoup plus réservé en dehors. Je crois que tu l'as rencontré le jour du repos. C'était le jour du repos, ouais, c'est Durant. ça. Et puis aussi juste avant à Barcelone. Quelle impression il te dégage, Tim Merlier, Luc? Je le trouve pas si timide que ça, finalement. On me l'avait présenté comme tel. C'est un garçon assez marrant, mais qui est très cash. Et par contre, t'as raison, il dégage une vraie quiétude. Il le dit, hein, ma personnalité en dehors du vélo n'a rien à voir avec la personne que je suis pendant le sprint. Il est assez calme, il parle pas beaucoup. Il dit que, tu vois, on est allé un petit peu sur le terrain de sa relation avec Paul Magnier, son jeune coéquipier qui est sprinter aussi. Et il disait, alors que Magnier a 10 ans de moins, il disait Magnier est un meilleur leader que moi. Moi, je ne dis pas grand-chose à mes équipiers, que ce soit avant, mais aussi après la course. Je me débrouille seul, donc en fait, s'ils ont entre guillemets mal fait leur travail, je vais rien leur dire. Et Paul Magnier, justement, qui sera un petit peu dans sa roue. Je sais pas, Thomas, Éloi, si vous voulez en parler. C'est vrai que 3 étapes Paul aussi Magnier... sur le Giro. Alors c'est pas le Tour Ouais. de France, mais c'est 3 aussi. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est le rôle de Jasper Stuyven, qui a été aussi par moment le poisson pilote de Paul Magnier, qui est là celui de Tim Merlier, parce que Bert Van Lerbergen n'est pas là. Quel homme fort il va choisir à un moment Stuyven, qui va l'avoir dans son train. Je pense que l'évolution de la hiérarchie chez Soudal Quickstep va être intéressante à voir. Je pense que déjà c'est pas incompatible. On le voit, Stuyven a fait le Giro, il a été hyper utile à Magnier. Il fait le Tour, ça marche encore. Et surtout, Merlier n'a pas besoin de beaucoup de coureurs dans le final. Ça fait depuis le début de sa carrière, depuis qu'il a 12 ans qu'il court avec Van Lerberge, donc une fois qu'il le retrouvera, je pense pas qu'il aura besoin de Stuyven. En revanche, Magnier a plus besoin d'un vrai train, et même s'il a déjà lui aussi trouvé son poisson pilote avec Van Gestel, Stuyven a l'air important dans ce train-là. Et je crois qu'il te disait, Tim Merlier, justement, que lui serait presque prêt à s'effacer, en fait, pour Paul Magnier, puisqu'on se demande toujours quand est-ce qu'on aura un grand sprinter français sur le Tour. Alors, on a eu Arnaud Démare par le passé, notamment, mais c'est vrai que voilà, Paul Magnier, c'est peut-être le futur du sprint français, c'est même certainement le futur du sprint français, et ça tombe bien parce que Tim Merlier, lui, il est pas obsédé par le Tour de France. Ouais, il y a vraiment aucune jalousie, et c'est assez impressionnant parce que d'habitude, les sprinters, ils ont quand même une sacrée personnalité. On se souvient, je sais pas, des Mark Cavendish, Greipel, etc. C'était quand même des coureurs avec beaucoup d'ego. Merlier, il est très simple. Il a jamais vu Magnier comme un concurrent, mais juste comme un jeune coéquipier à qui il a envie de donner des conseils. Et il a fait une vidéo récemment qu'il a envoyé ou en tout cas ils se sont écrits par message. Et en rigolant, il disait à Magnier, l'an prochain, c'est toi qui viens sur le Tour. Magnier, il comprenait pas trop ce qui se passait. Merlier a dit, voilà, c'était juste en rigolant, mais franchement, s'il a envie de le faire l'an prochain, je verrais aucun problème à lui laisser ma place. C'est totalement normal, il est français, et ce serait normal qu'il ait envie de le découvrir. Éloi? Non, mais je suis d'accord avec lui sur la simplicité du bonhomme. On a connu par le passé, par exemple, Nasser Boigny, Arnaud Démare, où c'était parfois un peu compliqué sur le Tour qui allait vraiment sprinter. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de souci sur je fais le Tour de France cette année, puis l'an prochain, c'est à toi. Donc ça montre aussi une certaine sérénité chez Soudal. Et c'était l'une des images sympas après l'arrivée de Tim Merlier et son fils Jules, 3 ans et demi dans les bras, habillé du maillot Soudal Quickstep, maillot signé par bien le maillot jaune Tadej Pogacar, tout sourire, une image symbolique, alors qu'au moment de sa naissance en 2023, Merlier avait dit dans une interview qu'il préférerait que son enfant ne fasse pas de vélo plus tard. Et on peut le comprendre quand on voit ce Fidal marqué par une énorme chute dans le sprint avec parmi les coureurs les plus touchés Gaviria et Godon. D'abord des nouvelles des deux coureurs. On sait donc que Fernando Gaviria ne repartira pas demain, ça c'est sûr, Éloi. Ouais, ça c'est sûr. L'attaché de presse de Cabrol vient de m'envoyer un message. Il est blessé, il s'est fracturé la clavicule gauche, donc il ne repartira pas demain matin. Et Dorian Godon a des contusions, je crois, au niveau du dos et des mains.
Oui, et a priori Dorian Godon qui, alors je sais pas si... Qui avait l'air sonné aussi, on l'a vu arriver au camion médical qui est juste à côté de notre salle de presse. Il marchait très doucement. La première chose que les médecins lui ont demandé comme question, c'est est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens d'être tombé? Comment tu es tombé? Et a priori, il répondait que oui, il se souvenait, mais c'était très lent même dans son phrasé. Il a essayé de mimer un petit peu le moment où il avait basculé. On l'a vu vraiment peiner pour monter le camion. Contusion, ça veut un peu tout et rien dire. Faudra surtout surveiller la nuit qui va passer. Ouais. Est-ce qu'on aura Dorian Godon au départ demain matin? Je pense que pour l'instant, c'est un point d'interrogation. En tout cas, Julien Chélet me disait il y a quelques instants, notre reporter qui est allé voir justement Dorian Godon ce soir, qu'il avait au moins pu téléphoner dans la voiture en allant au camion médical à ses proches pour les rassurer un petit peu, mais qu'il avait eu beaucoup de mal à monter dans le camion médical. Donc bon, on ne sait pas pour l'instant s'il pourra reprendre le départ demain, le champion de France 2025. Jusque-là, on avait été épargné en 2026 par les chutes. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Éloi? Sur ta question, je pense. Ben voilà, on avait été épargné jusqu'en 2026, en 2026 pardon, jusque-là sur ce Tour de France là, elle fait mal celle-là quand même. Elle fait mal. Alors la première explication, c'est Alex Baudin qui me l'avait donné. Je crois que sur l'étape à Ussel, en fait, c'est une sorte d'agreement ou de deal entre les leaders du classement général, comme quoi sur les 5 derniers kilomètres, ils se mettent plus en arrière du peloton pour laisser les trains de sprinters faire leur travail et qu'il n'y ait pas de tension. Ça a l'initiative de Pogacar. À l'initiative de Pogacar, ça avait déjà été mis en place un peu sur le Giro à l'initiative de Vingegaard. Là, ça apparemment c'est mieux respecté. Sous le général Pogacar, je sais pas si on peut dire ça. et voilà, donc il y avait moins de tension, on va dire, dans le final, ce qui peut expliquer aussi en partie le fait qu'il y avait moins de chutes depuis le début de ce Tour de France. Là, pour le coup, les leaders étaient sur ces 5 derniers kilomètres à l'arrière. C'est plus une erreur de Gaviria qui dévie un peu de sa ligne. Je me souviens de Mats Pedersen en conférence de presse juste avant le début du Tour de France. Il lui avait été demandé si le nouveau barème de points, qui donc récompense beaucoup plus les arrivées au sprint, allait changer quelque chose justement dans l'approche du sprint, allait les rendre plus dangereux, avec potentiellement peut-être plus de sprinters qui allaient vouloir s'y mêler, et surtout cet enjeu énorme qui allait faire qu'ils allaient peut-être prendre plus de risques. Et Pedersen avait dit non, je n'y crois pas du tout, parce qu'on reste des coureurs rationnel, lucide, et on va pas mettre notre vie en danger pour ça. Oui, et Pedersen qui d'ailleurs était vraiment proche de Gaviria au moment où Gaviria a chuté. Tout aurait pu s'arrêter pour Mats Pedersen. On a envie de dire quand même, Thomas, compte tenu du final quand même très très animé de cette étape, je le disais tout à l'heure, finale de classique, c'est vrai que ça a fusillé dans tous les sens. On va y revenir dans un instant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les trains de sprinters étaient désorganisés. Voilà, ils ont pas pu vraiment se mettre en place. On se demandait même à un moment s'ils allaient pouvoir revenir. Mais là où je veux en venir, c'est que cette chute, elle paraissait presque un miracle qu'elle ne soit pas arrivée avant, en fait. Oui, et dans cette étape. Et c'est presque un miracle aussi que la chute n'ait pas été plus violente. Enfin, on a parlé de Gaviria et Godon, évidemment, c'est très grave ce qui leur est arrivé. Mais quand on voit la manière dont ils sont arrivés dans cette ligne droite et la chute de Gaviria, moi, je m'attendais à beaucoup plus de coureurs à terre, je m'attendais à beaucoup plus de voir des coureurs voler. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est un petit miracle qu'il n'y ait pas eu plus de casse, parce qu'après ça a ralenti tout le monde s'est arrêté. Mais c'est pas non plus 25 coureurs qui sont allés à terre comme on a pu voir des fois par le passé. Parce qu'il faut remettre aussi dans le contexte, Luc, les sprints, on le dit, on le rappelle, on le répète, mais c'est important, ça se court à 70, 75 km/h en vitesse de pointe. Enfin, il faut juste se rendre compte de déjà ce que ça peut représenter un accident de voiture à cette vitesse-là. Là, c'est un accident de vélo, il y a aucune protection, quoi. On se demande comment ces gars-là, débranchent le cerveau pour y aller, quoi. Ouais, rien du tout. On tombe, c'est le corps qui encaisse le choc directement, même si de plus en plus les équipes, l'UCI, certains fabricants réfléchissent à des solutions avec des airbags intégrés dans les maillots des coureurs. Les arrivées, les organisateurs essaient aussi de plus en plus de les sécuriser. On avait vu ce qui avait pu se passer avec Fabio Jakobsen il y a quelques années, qui était passé tout proche de la mort, justement parce qu'il avait heurté une barrière, ou en tout cas, voilà, une espèce de porte à la fin dans la dernière ligne droite. Les arrivées sont de plus en plus sécurisées, mais quand on chute comme ça à 70 km/h, on peut imaginer que le pire puisse se produire, et c'est un miracle permanent qu'il y ait si peu de chutes à chaque arrivée au sprint. Les airbags, puisque tu en parles, alors c'est vrai que c'est une idée qui fait son chemin, qui a déjà été mise en place notamment dans le ski alpin il y a 10 ans de ça à peu près, qui avait été testé avec succès. Est-ce que c'est quelque chose que les coureurs sont prêts justement à voir comment ça se manifesterait exactement d'avoir un airbag Je pense que les coureurs seraient prêts, parce que ce serait pas tellement une contrainte. Enfin, visiblement, ça n'ajouterait pas beaucoup de poids aux coureurs, et c'est toujours ce qui leur importe le plus.
Chez Quick-Step, alors avec un de leurs partenaires, ils ont fait une démonstration peu de temps, quelques jours avant le début du tour. Et vraiment, le système en question, on voyait pas du tout sur le maillot qu'il y avait un airbag. Enfin, avant qu'il y ait la démonstration, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, ça passe assez inaperçu. Après, je sais pas à quel point, à l'heure actuelle, ces outils-là sont développés, à quel point ils amélioraient la sécurité. Éloi. En tout cas, l'idée, on a l'impression qu'elle commence à émerger dans le peloton. Je crois qu'il y a aussi Picnic Poissonnel qui a fait une démonstration avant le début du Tour de France. Donc ça montre aussi que les équipes commencent à ouvrir le débat et sont prêtes, je pense, à mettre le airbag dans leur dispositif. Thomas. Je me suis pas penché sur le sujet, mais à mon sens, il y a quand même une grosse différence entre un airbag dans un peloton et un airbag sur un skieur qui fait une descente ou un slalom géant tout seul, même sur les épreuves de ski acrobatique, le big air, ils sont tous équipés de ça. Donc au moment où il retombe au sol gravement, l'airbag peut se déclencher. Dans un sprint avec plein de coureurs à côté, le rebond qu'il peut y avoir, j'ai du mal à imaginer ça. Après, tout ce qui peut garantir la sécurité des coureurs, si tant mieux, mais là comme ça, l'airbag dans un sprint, j'ai du mal à comprendre le concept. Bon, parlons du final. Il était propice aux attaquants, ça a fusillé dans tous les sens, un vrai final de classique. Je sais pas qui veut s'exprimer là-dessus, peut-être Éloi. C'est vrai que, alors on a failli s'ennuyer en fait jusqu'à 40 km de l'arrivée parce qu'on avait une échappée qui était partie avant avec 3 Français, notamment Baptiste Weistrofer, Ewan Kostiou et Matteo Vercher je crois, et Damiano Caruso. Mais voilà, à 40 km, quand tout le monde a été repris, finalement ça y est, ça a bastonné, ça a fusillé. Ouais, le directeur sportif de Lidl Trail a demandé en rigolant aux journalistes, est-ce que vous êtes amusés ? Bah oui, on s'est plutôt bien amusé à partir des 40 derniers kilomètres quand Baptiste Weistrofer a été repris. Je crois que c'est Quinn Simmons qui commence en premier. Après, je crois qu'il y a Skuins. Après, Quinn Simmons repart à l'attaque à 25 km dans la dernière côte. Et puis après, Mats Pedersen, il met aussi son attaque. Aussi, il me semble. Hein. Aussi. Je crois qu'ils y sont tous passés, peut-être sauf peut-être Verona et Ayuso. Je crois, il y a encore Verona, je crois, il est peut-être passé à l'attaque. Mais voilà, c'était clairement dans les plans de l'équipe de dynamiter la course. Ils voulaient même le faire plus tard. En fait, Jasper Philipsen a crevé et ils auraient aimé le faire plus tard. Donc, ils ont attendu qu'Jasper Philipsen revienne dans le peloton pour mettre en place leur stratégie. Mais oui, la volonté était de dynamiter tout ça pour Pedersen et lâcher les grosses cuisses du peloton. Le final était propice à ça. Tout le début d'étape, il y avait des très grandes lignes droites. C'était honnêtement pas très intéressant. Une fois qu'on a eu passé le vignoble, cette fois bourguignon avec Montagny, il y avait quand même déjà plus de petites routes. Et je crois que c'est sur Radio Tour, donc la première attaque à 35 km de l'arrivée, il commençait à égrener les noms de ceux qui avaient attaqué. Donc on a entendu Florian Vermeersch, Filippo Ganna, Quinn Simmons. Je crois qu'il y a eu Michael Kwiatkowski. Et là on s'est dit franchement, c'est des coureurs déjà impressionnants qui peuvent rouler pendant très longtemps et qui vont totalement désorganiser la fin de course. Ça a mis un joyeux petit bordel et honnêtement là c'était passionnant à suivre. Luc. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de vent aussi dans le final. Enfin, je sais pas, quand nous on est passé 20 minutes avant les coureurs, les drapeaux étaient assez agités, soulevés par le vent. Il y avait de l'orage pas très loin donc. Il y avait de l'orage pas très loin aussi, donc imaginons par exemple si je sais pas si certaines équipes avaient vu éventuellement de la pluie dans le final, ils s'étaient dit qu'ils pouvaient rendre ça complètement fou. Mais en tout cas, cette équipe Lidl Trek avec notre collègue Alexandre Ross, on s'amuse un peu à les comparer à des gremlins. Ils sont complètement ingérables. Enfin, il y a vraiment c'est un collectif d'individus complètement déjantés et capables de faire sauter des étapes comme ça. Et c'est assez excitant parce que ça fait quand même plusieurs étapes de sprint où il ne se passe pas grand chose, mais quand même les Alpecin hier en début d'étape avaient essayé aussi de faire sauter un peu le verrou avec Van der Poel qui avait attaqué dès le début. Et j'apprécie plutôt que les équipes de sprinters, puisque Lidl Trek a quand même Mats Pedersen, que ces équipes de sprinters essaient de faire quelque chose pour échapper à la domination de Merlier. T'as parlé de mecs ingérables. À un moment, on voit Quinn Simmons attaquer dans la côte de Buxy. Il y a son père avec un drapeau américain. Ah, c'était bien son père, donc on se demandait. Il va lui taper la main oui, alors qu'il est en train de mettre une énorme mine. Là, tu dis, mais attends, mais on est vraiment chez les fous, quoi. C'était assez incroyable, Éloi. Non, mais je voulais aussi rebondir et parler de cette anecdote. Même au bus, on sent, voilà, comme dit Lux, des gremlins, c'est un peu foufou. Il y avait Skelmose qui était en train de parler à la télé danoise et t'as Skuins qui fait des grimaces derrière pour essayer de le perturber. Ouais, tu sens un peu une équipe de foufou.
Bon, chez Lidl. en tout cas, ces attaques n'ont pas eu de succès, compte tenu du contexte aussi de cette étape. Il s'agissait de scorer aujourd'hui pour les sprinters qui risquent désormais de ne plus avoir d'occasion, peut-être une fois, s'ils se débrouillent bien sur l'étape de Voiron mercredi Et d'ailleurs, c'est prochain. pour ça que Mats Pedersen, on le voit attaquer aussi souvent, parce qu'il voulait priver des Merlier, des Philipsen de pouvoir se disputer la victoire au sprint et d'engranger des points. Merlier, en tout cas, l'a dit en conférence de presse, je vais essayer de survivre maintenant. Voilà. Est-ce que ces sprinters, ils vont aller à Paris, là? Merlier, ça fait plusieurs fois qu'il en doute, puisque déjà quand on lui demande si l'arrivée à Paris peut lui convenir, et il a répété plusieurs fois après 3 semaines, j'y crois pas. Son directeur sportif a dit peut-être, mais si c'est plus vieux, j'y crois pas non plus. Donc Merlier qui est quand même assez loin dans la lutte pour le maillot vert, je vois pas tellement l'intérêt qu'il aurait à survivre au week-end dans les Alpes, mais en tout cas il va tout faire pour. Hein, mais c'est sûr qu'on l'a déjà vu finir dans le juste devant le camion balai au Lioran. Ça va être compliqué dans les Alpes. Éloi? Ça va être compliqué dans les Alpes, mais il n'est pas non plus si loin que ça du maillot vert. Il a 50 points, là j'ai le classement sous les yeux, il a 50 points de Pedersen. Ouais. Donc c'est pas si il joue aucun sprint intermédiaire. Il joue aucun sprint intermédiaire. Et Mats Pedersen, dès qu'il y a une étape de montagne, va partir dans l'échappée, prendre les points en sprint intermédiaire et Par contre, Girmay est pas si loin. Girmay, il y a 3 points en moins de 50 il a 40 points. points de Pedersen, Philipsen est 3ème avec 311 points et Merlier 307. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci pour ces chiffres, le compte est bon. Éloi, merci également à Thomas, merci Luc. Je vous laisse filer. Moi, je vous parle tout de suite de la 13e étape du Tour de France 2026. Vendredi 17 juillet, 13e étape, et oui déjà de ce Tour de France entre Dole et Belfort, 205 km à travers les départements du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges et du territoire de Belfort. C'est l'étape la plus longue de cette 113e édition. Au menu, 2400 mètres de dénivelé positif et clairement 2 visages, une partie très plate sur 138 km jusqu'à Mélisée, la ville de Thibaut Pinot, et qui servira de théâtre au sprint intermédiaire du jour. Et puis la route commencera à s'élever avec 2 difficultés à franchir dans les 50 derniers kilomètres. Le col des Croix, d'abord 5 km 100 à 4,8% de pente moyenne, est classé en 3e catégorie. Le peloton redescendra ensuite à Saint-Maurice-sur-Moselle pour rejoindre le pied du gros morceau du jour, le Ballon d'Alsace, ascension de première catégorie, 8 km 900 à 6,9% de pente moyenne, et qui sera également gravi dimanche lors de l'étape de montagne du Markstein. Une fois en haut, les coureurs n'auront plus que 30 km à parcourir, quasi intégralement en descente pour rallier l'arrivée à Belfort. Un final pour grimpeurs donc, qui pourrait profiter à des attaquants partis un peu plus tôt dans la journée. Les favoris du général pourraient-ils eux aussi essayer de se glisser dans la bataille pour l'étape? Un Français arrivera-t-il enfin à lever les bras en cette édition 2026? Réponse vers 18h, et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'Équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, à retrouver sur l'appli d'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. À demain.